Cher public, chers intervenants, chères historiennes et historiens, chers collègues, chères amatrices et amateurs d'histoire et de musée, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très cordiale bienvenue aujourd'hui, ce matin, au Château de Prangin, à cette journée d'échange organisée dans le cadre de notre exposition permanente indienne, un tissu à la conquête du monde. Le but de cette journée est de réfléchir ensemble à la manière de présenter au musée des sujets complexes tels que la mondialisation, la colonisation ou l'esclavage. Et en l'organisant, nous avions vraiment envie de favoriser la rencontre entre trois groupes de personnes, celles et ceux qui étudient ces questions, les chercheurs universitaires, les historiennes, les historiens, celles et ceux qui vulgarisent et mettent en valeur le résultat de ces recherches, les professionnels de musées et de lieux de mémoire, les commissaires d'exposition, les médiatrices et médiateurs culturels, et en dernier lieu, les visiteuses et visiteurs qui sont la raison d'être des musées. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons dans cette salle des représentants de ces trois groupes et je m'en réjouis. J'aimerais remercier la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève et tout particulièrement Sébastien Faré, son directeur exécutif, et Floriane Chassaigne, sa coordinatrice, qui ont accepté de co-organiser cette journée avec nous. Je leur en suis très reconnaissante. J'aimerais aussi remercier deux collègues sans lesquels l'organisation n'aurait pas été possible, Mathieu Perry et Jacqueline Nepflin-Carlen. Un grand merci à eux aussi. La journée, vous l'avez vu dans le programme que vous avez reçu, va se dérouler en 3 temps. Il y a d'abord ce matin la question des pratiques muséales qui va être au cœur des réflexions. Cet après-midi, nous entendrons des historiennes et historiens pour voir ce que fait le monde académique. Et puis, troisième moment, la réunion en forme de table ronde de tous les intervenants dans une discussion qui sera modérée par Sébastien Faré et lors de laquelle, évidemment, vous, le public aussi, aurez la possibilité d'intervenir et d'échanger. Vous l'avez vu en entrant dans la salle, il y a un dispositif assez important de caméras et de son. Nous sommes très heureux de pouvoir enregistrer les interventions afin de pouvoir les rediffuser ultérieurement et garder aussi une trace de cette façon de cette journée. Voilà, et j'ai oublié la première chose que je devais faire. Donc, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Et j'espère que vous aurez tous un grand plaisir à cette journée. J'ai l'honneur d'ouvrir les feux ce matin et j'aimerais vous proposer une présentation que j'ai intitulée « Au-delà des tissus, quel discours pour exposer les Indiennes ?» Avec les Indiennes que certains historiens considèrent comme le premier produit mondialisé, nous nous trouvons au cœur d'une thématique aux ramifications planétaires. Ces toiles de coton, peintes et teintes en Inde ou laissées blanches pour être imprimées en Europe, étaient acheminées depuis le sous-continent indien par voie maritime dans les ports d'Europe. De là, elles intégraient le commerce triangulaire et étaient envoyées à destination des côtes de l'Afrique de l'Ouest, où elles étaient échangées contre des esclaves. Entassées dans les cales des navires, les captives et captifs traversaient l'océan Atlantique dans des conditions atroces pour être ensuite vendues en Amérique ou aux Caraïbes, où ils et elles étaient exploités dans des plantations de sucre, de coton, de cacao, de tabac, de café. En fin de processus, ces denrées coloniales se retrouvaient sur les marchés européens. Permettez-moi de partager ici avec vous certaines des réflexions que nous avons menées en concevant l'exposition indienne, un tissu à la conquête du monde. En 2016, le Musée national suisse a pu acquérir 150 indiennes provenant de la collection de renommée internationale de l'expert en textiles anciens et collectionneur français Xavier Petitcol.
Pendant 2 ans, avec l'aide de plusieurs spécialistes, dont le collectionneur lui-même, nous avons étudié les toiles. Le résultat fut publié dans un ouvrage de référence qui accompagnait l'exposition du même nom. Le catalogue est encore disponible. Cette exposition présentait au public l'histoire de ces tissus de coton en mettant l'accent sur l'importance de l'indiennage pour la Suisse du XVIIIe siècle et en rappelant le rôle joué par les Suisses dans la renaissance de l'industrie des indiennes en France suite à la levée de la prohibition en 1759. Un chapitre de l'exposition présentait aussi la face sombre de leur histoire, celle qui lie les indiennes au commerce triangulaire. Avec plus de 20 000 visiteurs, l'exposition fut le plus grand succès de fréquentation dans l'histoire de notre musée. Avec mon collègue Mathieu Perry, collaborateur scientifique qui a activement participé au projet, nous avons donné d'innombrables visites guidées qui nous ont permis de mesurer la fascination du public pour un sujet qui leur était souvent méconnu, alors même qu'il a été très bien étudié par les historiens. Le chapitre sur la traite des Noirs et sur la participation de nombreux Suisses à ce commerce a suscité un très grand intérêt et même, je pense, provoqué une prise de conscience chez plusieurs personnes. Fort de ces constatations, nous nous sommes lancés dans la conception d'une exposition permanente inaugurée ce printemps. Notre volonté était d'élargir le propos selon 2 axes. D'une part, mieux inscrire l'épopée des Indiennes dans le contexte large de la traite transatlantique et d'autre part, mettre encore davantage l'accent sur le rôle de personnes suisses dans cette histoire. Des études récentes fondamentales nous ont aidés à construire le récit. Je citerai les 3 plus importantes. La nouvelle Histoire du coton de Giorgio Riello, Histoire de la Suisse et des Suisses dans la marche du monde de Béatrice Verassa et Au cœur de l'Europe, une histoire de la Suisse entre ouverture et repli d'André Hollenstein. Nous avons constitué un comité scientifique dont ces 3 chercheurs et bien d'autres ont fait partie et plusieurs d'entre eux sont là aujourd'hui et je m'en réjouis. Une source d'inspiration dans notre démarche conceptuelle a été l'étude remarquable de Timothy Brooks, Le chapeau de Vermeer. En analysant les objets représentés dans 6 tableaux du célèbre maître hollandais, il restitue l'histoire des Pays-Bas et du monde à l'aube de la mondialisation. Cette brillante démonstration de la manière dont on peut exploiter la culture matérielle nous a beaucoup encouragés. Nous nous sommes dit qu'une démarche similaire était possible pour les Indiennes. À partir de tissus même fragmentaires, nous pouvions raconter rien de moins que l'histoire du monde à un moment donné. Nous avons donc conçu notre nouvelle exposition comme un tour du globe dans lequel les visiteurs suivent la trajectoire de ces cotonnades sur les 4 continents, en passant de l'Inde, lieu d'origine des Indiennes, à l'Europe, puis en Afrique et en Amérique, avec en chaque lieu des rencontres avec des Suisses dans le but de croiser histoire locale et globale et de mettre notre pays en relation avec le monde. Pendant toute la phase de conception de l'exposition, nous avons travaillé selon 3 axes méthodologiques, le discours, les narratrices et narrateurs et les objets. Les réactions du public dans l'exposition de 2018 nous avaient montré dans quel domaine les visiteuses et visiteurs avaient besoin de davantage d'informations et aussi quelles idées préconçues il serait bon de remettre en question. Dans un premier temps, nous avons donc cherché à définir les messages principaux que nous voulions faire passer. Et je vous donne juste quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans le chapitre consacré à l'Afrique, par exemple, il nous importait de battre en brèche plusieurs idées reçues qui nous avaient été transmises par les visiteurs. Et pour cela, nous devions bien faire comprendre à notre public que, par exemple, les Européens n'ont pas été les premiers à introduire des textiles de coton en Afrique de l'Ouest et qu'une production textile locale, notamment cotonnière, existait avant leur arrivée, que les régions concernées par la traite des Noirs ne se réduisent pas à une seule zone homogène non différenciée,
qu'à quelques exceptions près, l'Afrique de l'Ouest et centrale n'était pas colonisée à la période en question, que les sociétés d'Afrique de l'Ouest étaient hautement organisées et possédaient des structures sociales, politiques et culturelles complexes et variées, et que pour s'approvisionner en esclaves, les Européens devaient négocier avec les autorités politiques et économiques locales, en particulier avec des courtiers. Et finalement que d'autres échanges commerciaux que la traite humaine se déroulaient en Afrique de l'Ouest, qui ne se résume pas à un grand marché d'esclaves. Quant au continent américain, nous avions à cœur de combattre l'idée reçue selon laquelle la Suisse n'a pas de passé colonial sous prétexte qu'elle n'aurait pas eu de colonie. Une fois les lignes directrices de notre discours établies, il s'agissait de trouver des partenaires crédibles pour porter et développer certains contenus dans l'exposition. Nous avons cherché à donner la voix à des spécialistes venant d'horizons différents, pas seulement des professeurs d'université, mais aussi des chercheurs indépendants, des collègues de musées et des descendants d'indienneurs. Pour le chapitre consacré à l'Afrique, notre but était de mieux cerner le rôle joué par les Indiennes en Afrique de l'Ouest, la circulation des motifs entre les continents, ainsi que les implications de la traite atlantique. Nous avons cherché un partenaire au Sénégal dont l'histoire a été fortement marquée par le commerce triangulaire et qui conserve des lieux de mémoire importants comme la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée. À la faveur d'un séjour d'études soutenu par le Conseil international des musées ICOM, nous avons pu inviter un collègue de Dakar à nous rejoindre en Suisse pendant 2 semaines et à concevoir avec nous un module de notre exposition permanente. Un appel à candidature nous a donné la chance de pouvoir collaborer avec Mohamedou Dieye, un collègue historien, travaillant dans l'une des plus importantes institutions du Sénégal, le musée Théodore Monod d'art africain. Grâce à cet échange, nous avons eu accès à une littérature et à une iconographie que nous ne connaissions pas, ainsi qu'à des collections difficiles à consulter car non disponibles en ligne. Et avec son concours, nous avons mieux compris la production locale précédant l'arrivée des Européens en Afrique de l'Ouest et pu ajouter à notre chapitre assez généraliste un approfondissement bienvenu sur un type de tissu emblématique, à savoir les guinées, et l'échange a débouché même sur le prêt d'un tissu du musée Théodore Monod. Mais surtout, le plus important, c'est que Mohamedou Dieye a porté sur notre concept d'exposition un regard non eurocentré qui a été très bienvenu. Dans le chapitre de l'Amérique, nous avions envie d'éclairer la réalité quotidienne des esclaves. Notre choix s'est porté sur le Brésil, où sont déportés le tiers de toutes les victimes de la traite. Nous avons pu bénéficier de l'expertise d'une historienne indépendante, très engagée, d'origine afro-américaine. Sadakné Baroudi s'attache depuis plusieurs années à exhumer les traces du passé esclavagiste de Rio de Janeiro, un des principaux ports d'arrivée au Brésil. Ces recherches se trouvent réunies dans un site internet qu'elle a créé, le Rio Afro Walking Tour. Et j'ai eu la chance de marcher en sa compagnie dans les rues de Rio. Et c'est vraiment découvrir un patrimoine enseveli ou caché depuis trop longtemps qui mérite d'être remis en lumière. Et j'aimerais vous montrer un bref extrait du court-métrage que nous avons réalisé avec elle et avec la complicité de notre cinéaste Florian Burian, qui est aussi présent. Slavery is embedded in the DNA of the nation in such a way that it cannot be separated out. We have a saying here that Africa has history without Brazil, but Brazil has no history without Africans. Rio de Janeiro was the touch point of the Portuguese entering into Brazil. It was the political capital, it was the economic capital, it's where policy was set, it's where business was done, and it's where the big ships arrived. When we talk about slavery, our minds go to agriculture. That's all very well and true,
But in Rio de Janeiro, half of the city was enslaved. And that constitutes the largest urban slave population since the Roman Empire. Enslaved Africans were working at every level. There were high status, highly educated, highly competent enslaved Africans who were working to literally build this city. So when we look at some of these old, beautiful buildings in the city, those were engineered by enslaved Africans. Praça 15 is a very important point. This was the first entry into Brazil. So we have here the Paço Imperial, the Imperial Palace. So here we have a representation of the state, a representation of the crown. And then if we look directly across the plaza, then we see the church. The authority of the church cannot be separated from the Portuguese colonization project. It was the Catholic Church that gave power to the crown in Portugal. And then from the crown of Portugal, land concessions were given in Brazil. So this was a missionary project as much as a colonization project. And then here, in this building, is the stock market. This is the bank. This is the economic foundation. And so it was along this street where the original slave market stood. So what we have is Africans are being trafficked through this portal, through this doorway, and that door is framed by the state, the church, and the bank. And they pass through this portal, and what happens then becomes Brazil. Après avoir déterminé ce que nous allions dire et qui nous voulions faire parler dans notre exposition, il restait encore à résoudre la question de ce que nous allions montrer. Quels objets pour raconter cette histoire? Et de fait, la culture matérielle constitue une des principales difficultés lorsqu'on souhaite thématiser les Indiennes. S'il s'agit de faire une exposition de type art décoratif, aucun problème. Il y a en effet dans les musées ou chez les collectionneurs surabondance de toiles superbes en provenance d'Inde ou de France que l'on peut étudier du point de vue des motifs, de l'iconographie, des procédés de fabrication, des techniques d'impression. Or, ces toiles ne donnent qu'une image partielle et faussée de l'histoire des Indiennes et laissent de côté des pans entiers de la production. Pour montrer la réalité socio-économique des Indiennes, les toiles font le plus souvent défaut. Prenons l'exemple de Nantes. Les tissus qui ont été préservés en de nombreux exemplaires sont les toiles dites à personnages, monochromes, très semblables à celles fabriquées à Jouy. Or, la production nantaise est en grande partie centrée sur les tissus destinés au commerce triangulaire, comme le montrent les cargaisons des navires qui mentionnent des produits de différents manufacturiers locaux. Alors que partout ailleurs, il ne reste aucune trace des motifs destinés aux débouchés africains, Nantes en a conservé des exemples à travers des empreintes, à savoir des essais d'impression des motifs sur papier. Ce sont ces empreintes qui nous permettent de penser qu'une de ces toiles, la toile que nous conservons ici, pourrait être un exemple de toile de traite. À l'heure actuelle, il semble qu'elle soit la seule au monde à être parvenue jusqu'à nos jours. Nous sommes donc très fiers de la conserver. Mais comment donc, dans notre exposition, parler de ces milliers de mètres de tissus partis en Afrique qui sont attestés par les sources mais n'ont pas survécu? Une des premières solutions a été de retourner dans nos collections pour voir si nous avions peut-être loupé quelque chose, si nous trouvions des objets qui nous auraient échappé. Et parmi les rares trouvailles, un ensemble de lettres adressées par des marchands ou des fabricants genevois à un négociant à Bordeaux du nom de Raymond. Chaque lettre est accompagnée d'échantillons. Dans celle-ci, datant de 1777, un indienneur genevois du nom de Macaire et de Surcher propose des motifs pour vêtements imprimés sur toile suisse. Bordeaux n'est pas un lieu anodin.
longtemps centrée sur ses vignobles, la ville se lance dans le commerce colonial à la fin du XVIIe siècle, puis dans la traite et les textiles. De Bordeaux comme de Nantes, on fournissait non seulement les navires de traite, mais aussi les colonies, où la demande était forte pour des tissus d'ameublement et de vêtements européens. C'est à cette clientèle-là, peut-être, que le Genevois Macaire-sur-Cher destinait ses indiennes. Dans une autre lettre, un marchand genevois soumet à l'approbation de son confrère bordelais 2 morceaux de tissu à rayures bleues et rouges d'origine indienne. Les étoffes de couleur vive à carreaux ou rayures étaient très prisées en Afrique, mais aussi en Amérique où elles étaient utilisées parfois pour revêtir les captives et les captifs, comme le montrent certaines aquarelles de Jean-Baptiste Desbray. Dans une œuvre montrant le travail servile dans un moulin à sucre à Rio de Janeiro, l'un des esclaves porte un pantalon taillé dans un tissu très proche de celui offert par le négociant genevois à son confrère bordelais. Avec ce document d'archives, nous avons donc pu mettre en lien l'Asie, lieu d'origine des tissus, Genève, plaque tournante dans le commerce des textiles, Bordeaux comme port de traite et l'Afrique ou l'Amérique en tant que débouché. Il nous a également permis de répondre à l'une des questions fréquemment posées par les visiteurs, à savoir celle de la présence de marchandises suisses ou négociées par des Suisses dans les navires de traite, ce que prouvent aussi certains inventaires de cargaison, comme celui-ci, mentionnant explicitement des pièces d'indiennes suisses. Une autre difficulté rencontrée dans le domaine de la culture matérielle, c'est l'absence, dans les collections du Musée national suisse, d'objets en lien avec l'esclavage. À la différence de pays qui ont eu des colonies comme la France, l'Angleterre, le Portugal ou la Hollande, il est difficile en Suisse de trouver des objets tels qu'entraves, chaînes, cloches ou autres objets provenant des plantations. Nous devons nous contenter le plus souvent de représentations de l'esclavage, représentations dont il est parfois difficile de comprendre la portée, cela d'autant plus qu'elles sont produites par des Européens rarement familiers avec la réalité concrète de la traite. Un objet emblématique à cet égard est cette figurine de porcelaine. La signification de la scène est confirmée par une inscription sur l'un des 20 moules ayant servi à réaliser la statuette. L'inscription dit « Der Menschenhandel », la traite humaine. On y voit un Européen remettant des pièces de monnaie à un marchand d'esclaves en habit oriental en échange d'un captif africain lourdement enchaîné. Derrière le vendeur, un ballot de marchandises souligne la dimension commerciale de la transaction. Rappelons ici que le développement de la porcelaine était lié à une nouvelle culture de la table et de la sociabilité. Il ne s'agissait pas seulement de créer des pièces de vaisselle, mais aussi des décorations porteuses de sens pour les tables de fête. Une scène aussi crue que la traite des esclaves aurait-elle vraiment pu orner une riche table zurichoise dans les années 1770 ? En l'absence de gravures de modèles, de références à un fait historique identifié ou à une source littéraire connue, se pose la question de l'iconographie que véhiculait une telle figurine. Un élément important distingue cette statuette d'autres représentations du trio acheteur, vendeur, esclave, c'est que le sujet ne s'inscrit pas dans l'actualité, mais fait allusion à un passé assez lointain. Preuve en est l'habit de l'Européen inspiré par la mode au tout début des années 1600. Pour quelle raison se référer à la période de la mise en place des grands empires coloniaux plutôt que d'ancrer cette figurine dans la réalité contemporaine ? S'agissait-il de gommer le caractère potentiellement polémique du sujet et de le rendre acceptable dans un intérieur cossu du patriarcat des bords de la Limate ? Ou pourrait-on y lire la transition vers 1600 de la caravane à la caravelle, autrement dit de la traite transsaharienne, incarnée par le marchand arabe, à la traite transatlantique, symbolisée par le conquistador portugais ou hollandais? Cette hypothèse m'a été suggérée par mon collègue de Dakar. Une autre façon de pallier l'absence dans nos collections d'objets directement en lien avec la réalité quotidienne des esclaves a été de thématiser ce pourquoi les esclaves étaient déportés et ce qu'ils ont produit, à savoir principalement du sucre, mais aussi du café et du cacao. Ces denrées coloniales étaient largement consommées dans notre pays,
comme en témoigne l'abondance de sucriers, de cuillères à sucre, de cafetières et de chocolatières. Présenter ces objets en regard d'une publicité pour le café tirée d'un journal zurichois, publicité dans laquelle la main-d'œuvre servie l'est explicitement mentionnée, nous permet aussi de nuancer l'hypothèse parfois avancée par nos visiteurs, selon laquelle les gens du XVIIIe siècle ignoraient qui produisait le café ou le sucre. Enfin, il n'a pas été facile non plus de trouver des objets pour illustrer la présence de Suisses à l'étranger en lien avec le commerce triangulaire et les Indiennes. Nous avons dû nous contenter d'œuvres graphiques et de témoignages. Les Suisses furent nombreux à s'être enrôlés au service de l'une ou l'autre des compagnies des Indes. On découvre ainsi des officiers du régiment de Moron arborant les armoiries de Neuchâtel sur leur casque, tout en portant l'étendard de la puissante compagnie hollandaise, la VOC. La fortune de ces Suisses naviguant sur les mers d'Asie fut contrastée, comme le résume la citation de l'an 2 que vous trouvez ici. D'autres, comme le colonel Louis-Henri Fourjoux, bourgeois de Bussigny, appelé à contrer des rébellions d'esclaves au Suriname, ont laissé le souvenir d'une cruauté inhumaine. Pour conclure, avec cette nouvelle exposition permanente, nous espérons offrir une approche globale et transversale d'un passionnant sujet mêlant histoire culturelle, histoire socio-économique et histoire de l'art. Nous avons autant que possible cherché à mettre à disposition du public les recherches menées par d'éminentes historiennes et historiens, de les illustrer avec des objets de nos collections. Et confronté à un discours complexe et polysémique, notre public repart, telle est notre ambition, avec des clés de lecture pour mieux comprendre certains enjeux de la mondialisation d'hier, mais peut-être aussi d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.